continuons avec Bernard Salignon. Vous connaissez Bernard, qui est habitué de ces rencontres d'esthétique, enfin, de fin d'année. Bernard est à Montpellier 3 et il est le fondateur, le créateur de master esthétique et psychanalyse. Si vous voulez lire Bernard, ce qu'à Dieu me plaise, eh bien, allez voir du côté des éditions du Cerf, puisque c'est là que ton... Une partie. Oui, mais une grande partie. Oui, peut-être, oui. Non, mais je dis, si c'est trouvable. Voilà, bon, ben écoute... Parce que les gens se l'arrachent, non pas par amitié, mais pour que je ne sois pas lu. Il ne faut pas se tromper sur les... Bon, je prends... Alors, c'est paradoxal, hein, parce que ça dit ce que je pense, c'est-à-dire c'est les plus jeunes qui sont venus après nous, donc ils sont beaucoup plus vieux que nous. Voilà pourquoi j'arrive en dernier, nouveau-né. Donc je trouve ça de changer le temps. Alors, j'avais prévu de faire un travail avec vous, un peu en étoile comme ça, parce que plusieurs questions me sont arrivées à l'oreille, transitées, fabriquées, réinterprétées par Alain. J'y répondrai à minima. Mais je veux répondre, quand on arrive en troisième, j'allais dire, on a déjà fait la quatrième, la cinquième et la sixième, je voudrais entamer mon propos en reprenant les morceaux que vous avez découpés devant vous. Ah, le canard. Bah, ça tombe bien parce que moi je vis sur une île où il y a des canards partout. C'est dans les étangs. Alors le canard c'est particulier. Vous auriez dû... C'est vous? Non, c'est vous. Bon, écoutez. Le canard c'est la seule bête qui pédale et en même temps glisse. C'est quand même... Moi j'ai trouvé tout ça. C'est fabuleux, le canard. Ensuite, le canard, c'est ce qui est... La métaphore du canard pour les chasseurs, c'est le sabot. C'est-à-dire, quand ils vont à la chasse au canard, ils mettent un sabot avec quelques plumes. Ça... Alors, le sabot est permanent, puisqu'on mange le canard, mais on ne mange pas le sabot. Il ne faut pas se tromper sur des... Alors, d'autres moments aussi, j'allais dire, de... Là, c'est Alain, je reprends. Je vais être assez bref. Je vais essayer de parler par aphorisme un peu étendu, comme un accordéon, si vous voulez. Je ne vais pas faire un discours linéaire. Oui, l'assujettissement, alors je ne sais pas quel est le mot anglais, je n'ai pas eu le temps de chercher. Submission, soumission. Ah, donc ça, voilà. Je garde l'assujettissement, puisque tout à l'heure en venant, j'ai réfléchi à ça. En anglais, c'est aussi consentement, hein, les deux. Oui, ben, je me doute que dans assujettissement, il y a trois choses. Il y a maintenir en place. C'est intéressant parce que ça veut dire que le sujet et sa place sont en adéquation, et quand on change le sujet, quand le sujet change de place, est-ce qu'il se change lui-même? Ça veut dire aussi rendre esclave d'eux. Alors, le beau m'esclavagise ou me rend, si vous voulez, à l'ordre impératif de sa beauté. Il n'est pas possible que ne pas. Ensuite, ça veut dire aussi se soumettre. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui est un peu délirant, hein, mais c'est pas pour ça que c'est vrai. Soumettre, c'est mettre en dessous. C'est la racine grecque de hypokaimenon, qui signifie ce qui tombe dessous. Est-ce que l'art fait tomber le sujet, soumission de lui-même? Je lance des pistes, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous les travailliez. C'est fini, plus personne ne travaille, ça se saurait. Donc, voilà pour assujetti. Sur la réalité, vous avez un débat je dirais, entre philosophes sur la réalité. J'ai une idée qui est tellement loin de ce que vous avez dit, tout ce que ça me paraît inconvenable de le dire, mais je vais le dire. La réalité, c'est ce qui empêche de voir ce qu'il y a derrière elle. C'est tout. Quand il y a un objet, je ne vois pas ce qu'il y a derrière l'objet. C'est que ça. Le reste, écoutez, ce sont des débats qui n'ont pour moi aucun sens, sinon de justifier la parole quand on n'a pas d'apéro. Donc, après, je peux développer plus précisément que la réalité, c'est ce qui cache notre réalité pour personne, qui est l'envers de la définition de Lacan du signifiant. Ensuite, j'ajouterai presque comme ça au hasard, la réalité ne fait jamais signe d'elle-même, sinon les pierres parleraient. Malheureusement, l'humain, fait signe de lui-même. C'est ce qui est monstrueux, je vais dire. Bon, je m'arrête là après sur... Ah oui, quand même. Pour reprendre un peu les discours que j'ai entendus,
il ne faut pas confondre les attributs et les prédicats. J'ai l'impression que dans le discours sur la réalité, vous confondez. Alors, ce n'est pas une confusion grave, je veux dire, mais quand même. Le prédicat, c'est ce qui se dit du logos, dans son exemplarité énonciative. Les attributs, c'est plus compliqué. Les attributs, alors je saute du coq à l'âne, mais vous verrez pourquoi. Les attributs, c'est ce que Kant va essayer de déterminer en les enlevant. Si j'enlève d'une chose tous les attributs, j'arrive à la substance. Malheureusement, ce n'est pas possible. Parce qu'on peut ne pas peindre un tableau, mais on peut difficilement le dépeindre pour arriver à rien. Mais quand même, peut-être que ce que les attributs nous indiquent dans l'ordre des choses, du beau particulièrement, c'est que... je reprends là, excusez-moi, mais c'est Plotin qui dit ça. Alors c'est un peu hasard. Plotin dit que le lait, c'est quand les attributs ont laissé la place au vide. C'est-à-dire on a tout enlevé. C'est-à-dire, il dit, le lait, c'est ce qui est... C'est pas le blanc, c'est ce qui est vide. C'est là où il n'y a plus rien, où il n'y a plus d'objet. C'est quand même intéressant que Plotin dise ça, vu que le tombeau du Christ est vide. Alors on pourrait faire des analogies, vous voyez, entre être chrétien, c'est être amoureux, fondamentalement, de la croix, mais pas du tombeau vide. Bon, alors le beau. Sur la métexis dont vous avez parlé tout à l'heure, à force de prendre des raccourcis, vous finirez par vous retrouver chez vous. Non, chez Platon, c'est beaucoup plus compliqué. La métexis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut même dire, je pense que vous me suivrez. C'est la métexis qui crée l'objet. C'est la participation qui crée, non pas le participant au participé, mais qui crée dans une union après coup ce qu'il en est du participant et du participé. Donc on est bien dans la République, c'est-à-dire la Res Publica. On est bien dans un endroit où la coupure, métexis, pour qu'une chose soit liée, il faut qu'elle soit coupée. La coupure est initiale. Alors, mon premier propos sera là, après avoir rendu quelques hommages au discours antérieur, sur la naissance du beau. C'est très étrange, la naissance du beau. Presque c'est une métonymie métaphorique de ce que je pourrais dire après. La naissance du beau, c'est Aphrodite. Et c'est pas simple. Alors, qu'est-ce que c'est que cette naissance ? Il ne faut pas croire que la naissance d'Aphrodite est intéressante sur le beau parce qu'elle est originaire, pas du tout. Mais au contraire, elle vient dans l'après-coup de tout ce que je pourrais reprendre d'une manière plus exacerbée, j'allais dire peut-être plus délirante, la notion de coupure. Oui, le beau, admettez ce que je dis, non pas comme vérité, mais comme sous-bassement. Le beau, c'est la coupure. Si ce n'est pas la coupure, on retombe chez Platon. On retombe dans l'art symbolique, c'est le retour au renvoi, à l'harmonie. Enfin bon, tout ce qui fait, je dirais, la catastrophe impérieuse de qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est belle. Mais déjà très tôt, alors, je vous relis Aphrodite, puis je partirai après sur d'autres choses. Quand mon heure est finie, tu me le dis. Je suis prêt à m'arrêter n'importe quand. Tu as tout ton temps. Ah, merde. Bon, tu as encore une demi-heure devant toi et on aimerait que ça dure plus longtemps parce que là, on est... La naissance d'Aphrodite. Alors sur le genre, je vais passer, mais c'est quand même... Les Grecs étaient tellement en avance qu'ils ont pris du retard. C'est-à-dire, la naissance des dieux chez les Grecs, elle est triple. Je parlerai, je vise le beau, je vise pas une historicité. C'est Gaïa et Rhea qui fabriquent la faucille pour couper les bourses d'Uranos, qui en tombant, il y a coupure, tomber, où ça tombe dans la Méditerranée, puisqu'il n'y a qu'une mer pour eux, et nous aussi. Vous savez que les autres mers sont des fictions. En tombant, crée ce mélange, cette métexis. Vous voyez, il y a un autre rapport à la métexis.
en créant. C'est le sang, le sperme, l'eau. Ça donne quoi? Ça donne une écume. Alors c'est compliqué la beauté. La beauté c'est quoi là déjà? C'est que cette écume, si vous la prenez par la main, si vous prenez la beauté comme ça dans la main, l'écume devient air et elle se sépare. Donc la beauté c'est peut-être ce qui est inséparable, mais pas forcément harmonique. C'est pas parce que nous sommes là dans la non-séparabilité. Faites des bons. La mécanique quantique. Alors, excusez-moi, aujourd'hui, je vais vous assommer de trucs, parce que vous êtes jeune, il faut que vous travailliez. Sinon arrêtez-vous tout de suite. Il manque des coiffeurs, regardez, il manque de tout. Donc, la mécanique quantique. Je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais j'ai bien raison. Les bons. Faites des bons. Des bons? Les bons. Ah bon? Ah, écoutez, bon, c'est pas grave. Ah, ben ça y est, moi j'ai un renfort. L'inséparabilité, c'est ce que va découvrir la mécanique quantique sur vous savez, le spin, enfin, l'atome qui est séparé et il correspond à celui qui a été séparé 2000 ou 3000 km plus loin. Alors, c'est pas beau comme théorie, mais ça dit des choses sur peut-être quelque chose autour de qu'est-ce que c'est qui fait ensemble, comme ensemble, dans l'ensemble. Alors, je laisse tomber la mécanique quantique. Je reviens sur cette... qu'est-ce que ça fabrique? Aphrodite. En même temps, je dis bien en même temps, pas le même temps politique de nos jours, hein, c'est un autre temps. En même temps, Aphrodite, en tombant, crée, fabrique, donne naissance à Chypre, c'est Cypris. C'est-à-dire, vous me suivez, le beau est à l'origine de l'être ensemble et du sol. Le beau fonde le sol et le sol fonde l'être ensemble. Donc toutes les questions identitaires qui se posent maintenant sont posées par des abrutis. Il faut bien le dire. Bon, c'est vrai que les gens qui parlent à la télé ne sont pas beaux. Non, mais en plus c'est vrai. Je veux dire, vous le voyez bien. Ils sont tellement maquillés que c'est terrible. La naissance de cette île vient de la beauté incarnée. Alors, toutes les îles... Regardez la Corse, hein. On appelle ça l'île de beauté. Ils ont un peu trichouillé, ils ont dit un peu de... Bon, mais c'est quand même comme ça que ça se joue. Alors, ça serait une petite introduction sur les trois concepts que vous avez déployés tout à l'heure. J'en prends quelques autres sur... Alors, je ne vais pas opposer, je vais vous non, d'abord, si je vais rétablir un petit équilibre sur Kant. Il y a un chapitre de Kant qui me semble beaucoup plus intéressant que le beau s'occuper universellement, c'est un concept qui me semble être, je dirais, il me semble que c'est tellement beau que c'est sans concept. Mais c'est pas beau, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a aussi chez Kant une différence qui fait et qui choisit entre le beau comme vague, l'œuvre d'art comme vague, ou l'œuvre d'art comme adhérente. Il oppose le vague, auquel il donne l'idée de liberté, et il prend bêtement une tulipe, parce qu'il n'avait pas vu l'art contemporain, il ne connaissait pas Malevich. Mais il prend la tulipe comme vague, et la beauté adhérente, c'est celle qui serait attenante à une fin. C'est-à-dire que le beau serait utile. Et là, il est marqué par la première lecture qu'il a faite de Rousseau. Rousseau définit le beau, qui dit le beau, c'est effectivement se juge à l'effet qu'il fait sur le peuple. Si le peuple n'aime pas l'œuvre, elle ne peut pas être belle. La beauté est là pour. Alors, enlevons le mot peuple. Si la beauté est là non plus pour elle-même, ni par elle-même, la beauté est là pour autre chose. C'est-à-dire que la beauté sort de son monde, de son intériorité, non pas pour se justifier, mais pour donner à son extériorité plus de valeur qu'elle n'a là elle-même en elle-même pour elle-même.
C'est-à-dire il y aurait donc un en soi de la beauté et pas un pour soi. La beauté ne se regarde pas. On comprend aussi pourquoi. Si vous voyez les grands mythes fondateurs de la mauvaise beauté, c'est Narcisse. C'est pas si je me trouve trop beau et que je vais me rejoindre dans la beauté, j'y laisse et les plumes et la peau et la vie. Donc il y a bien quelque chose sur la beauté comme expérience, par moment, expérience du danger. Et non pas... Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience du danger? C'est celle que voit ou qu'écrit Rimbaud. J'ai trouvé la beauté, je l'ai assise sur mes genoux et je l'ai trouvée amère. Tous les commentateurs, bien sûr, sont, excusez-moi, mais idiots. C'est très compliqué. Ce que dit Rimbaud, c'est pas comme ça. Il ne parle pas du beau, il parle de la beauté. Si le concept de beauté, je l'assois sur mes genoux, c'est-à-dire si je le fixe, si je le mets là, et si je l'assois, c'est amer parce que... Pourquoi? Parce que, en fixant ce concept, dans la beauté comme beauté, j'arrête le devenir beau des choses belles. J'arrête tout. Voilà pourquoi il assoit. Alors, ça renvoie aussi qu'est-ce qu'une assise. Mais excusez-moi, là, vous voyez, il y a des choses qui sont... C'est très étonnant. Alors, je n'ai pas non plus... Je n'ai pas le temps, je ne traite pas de ça. Ensuite, je pourrais parler de quelque chose d'étrange que j'ai... Enfin, j'ai écrit des phrases comme ça. La réalité comme nature. Le beau naturel. Vous voyez, alors, je ne veux pas forcément me faire des amis, mais voyez comment Kant, Nietzsche a raison, c'est un grand chinois de Königsberg. Il est pénible. Alors, je ne vais pas critiquer Kant, mais la nature aime à se cacher, Héraclite. Ethos, l'autre c'est Ethos anthropodaimon. Ethos, c'est l'éthique, le séjour. Daimon, ça veut dire le Dieu, mais c'est une traduction. Mais daimon, ça vient de daimon qui veut dire couper. Nous sommes là dans deux coupures fondamentales. Une de l'éthique, ethos anthropodaimon, et l'autre, la nature aime à se cacher. Qu'est-ce que ça veut dire que la nature aime à se cacher? Ça veut dire que si le beau existe, il n'est pas simplement, uniquement, comme présence A, mais comme présence de. Ce qui est tout à fait différent. Est-ce que si je ferme les yeux, le ciel étoilé a du sens? J'en sais rien. Mais il n'y a que l'homme qui peut fermer les yeux. Donc si on ferme les yeux sur la beauté, est-ce que la beauté, comme dirait l'autre, est-ce que comme elle est souveraine, est-ce qu'elle vient vous habiter malgré les yeux fermés? Ou est-ce qu'en fermant les yeux, j'éteins, ou je mets entre parenthèses, ou je désublimise la beauté? Je n'ai pas de réponse, parce que, comme disait un paysan de la Garonne, au sociologue, à me poser que des questions, vous n'aurez que des réponses. Donc je n'ai pas de réponse à ça. Mais par contre, je pourrais aller un peu plus loin. Courbet peint. Quelqu'un passe à côté et dit « Ah, monsieur Courbet, vous peignez des fagots ». Donc il prend sa toile, il la déchire. Pourquoi? Ça, voilà. Là, c'est pour moi la définition, pas la définition, le rapport à ce qu'on appelle la réalité. La réalité de Courbet, c'est pas la même que la nôtre. Courbet peint des éclats de couleurs. Là, il ne peint pas un fagot. Je ne sais pas ce qu'il peint des couleurs qui peignent la toile comme les fagots peignent le paysage. Je dis bien comme. C'est-à-dire, il ne reproduit pas une représentation des fagots, il rentre en présence des fagots par une autre présence qui vient sur l'absence. C'est-à-dire, le mot fagot n'existe plus. Dans l'autre, que le passant, il est vous peignez des fagots, c'est fini, il est cuit. Là, quand la réalité fait signe d'elle-même, elle fait signe d'elle-même pour qui? Alors, je vais vous le dire, puisque je suis quand même au fondement aussi psychanalytique pour Lacan. Quand la réalité fait signe d'elle-même, c'est que le sujet est obsessionnel.
Alors, c'est pas une clinique. Hein. Il est obsessionnel parce qu'il veut très bien. Il veut que les choses arrivent à leur place, que les places, pour que chaque chose soit marquée sans débord, sans excès, sans hubris. C'est-à-dire, comme la photo dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on ait envie de photographier toujours la même chose? Je ne vais pas faire d'interprétation, mais bon, peu importe. Ça n'a pas pour moi d'importance. Alors, la beauté, donc, je vous l'ai dit, c'est ce moment de la nature comme le sujet comme déchiré. L'éthique et l'esthétique sont de l'ordre du déchirement. Ce déchirement, il n'y a que Freud et Lacan qui l'aperçoivent au niveau subjectif. Si on prend comme appui le champ analytique, la réalité s'aborde. Prenez-le dans tous les sens possibles. Aborder et s'aborder. S'aborde avec le principe de plaisir. C'est-à-dire, après la coupure des objets, mon regard part, fait le tour de l'objet et ramène quelque chose, des représentations, du beau, du laid. Ce tour que fait le regard autour de l'objet et qu'il ramène des représentations. Seul le psychotique peut croire que le regard ramène la chose vers lui. Et c'est quand même pénible pour lui, parce qu'il ne ramène pas des représentations, il ramène une présence réelle. Nous, on n'est quand même pas assez idiots. Quand le prêtre soulève l'hostie, il dit « Voyez le corps du Christ », mais tout le monde sait bien que ce n'est pas le corps du Christ, que c'est une représentation. Enfin bon, peu importe. Et là, je fais un autre bond. Un autre bond vers quoi? Vers une enfant autiste qui est en colonie de vacances, et je suis depuis 30 ans des enfants autistes en colonie de vacances ailleurs. On l'amène avec le groupe dans une petite église, c'est près du lac d'Annecy. Et là, dans cette église, il y a une vierge et des cierges allumés en bas. On rentre en principe, ils font beaucoup de bruit dans les églises, mais moi, ça ne me gêne pas. Les dieux sont sourds. Et elle tombe en arrêt devant cette statue qui est haute, qui monte. Et là, elle prend les cierges, elle les ramasse, elle les éteint, ça fait de la volute comme ça. Et elle sculpte vers la Vierge quelque chose qui serait donc une écume, je renvoie à Aphrodite, qui serait une écume. Elle est fascinée, elle a des larmes qui coulent, et les autres, donc, Abdoul qui monte au mur, qui fait des trucs, est lui-même pris par cette esthétique, c'est idiot de dire, par ce qui se passe. Donc je relève cette scène et j'essaie de comprendre. Puis je me dis, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il y a simplement à comprendre que le beau, à un moment donné, qu'elle fabrique elle-même, hein, en prenant ses volutes comme ça, elle pleure. Alors c'est magnifique parce que, ce que je dis, c'est l'été, tout en blanc, elle a une robe déchirée. Abdoul, il met sa chaussure gauche, sa chaussure droite, il les inverse. Il marche, je ne sais pas comme il avance, il marche. Enfin bon, un monde qui a l'air complètement ailleurs, qui a l'air complètement défait, se retrouve autour de cette sculpture qui tient l'espace d'un instant, hein, avec les flamèches qui montent, cette espèce de cendre qui monte vers la Vierge, ça descend. Je raconte ça pourquoi? Pour pas grand-chose. Pour simplement dire aussi que, pour moi, le beau, c'est de l'ordre du nihilisme actif, opposé au nihilisme positif. C'est-à-dire le nihilisme actif est pour moi ce qui donne la puissance en acte dans l'acte de la puissance. Je me fais au moins entendre, comprendre, je ne sais pas. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de différence dans le beau entre l'acte et la puissance. Et la puissance et l'acte. Il y a quelque chose qui fait comme un tour. C'est le tour du potier, j'allais dire. Bon, après, c'est ça. Ce geste-là, c'est un geste... si c'est un peu philosophique ce que je dis, c'est aussi un geste artistique qui a sa valeur au-delà de ce que peut bien dire Heidegger sur la cruche vide pleine, on s'en fout de ça. Ça a sa valeur, si vous voulez, par rapport à la supposée création d'Adam.
c'est-à-dire de la boue soufflée. Elle souffle aussi, elle prend sens. Il y a donc le beau, paradoxalement, ça nous coupe le souffle. Ça ne signifie pas qu'on s'arrête de respirer. Ça veut dire que le beau prend la place de mon respire et de mon inspire, et que pendant un temps, il m'arrête au bord de l'abîme. Il ne me conduit pas vers une, je dirais, vers une morale de l'être ensemble. Ça, sûrement, je ne comprends pas. Enfin, je comprends ce qui se dit, mais c'est tellement loin de mon expérience, non pas du beau, mais de mon approche du monde, que je ne vois pas ce que c'est. Hölderlin, j'ai été frappé, cette espèce d'éclair, j'ai été frappé par Apollon. Il dit, il n'est pas en train de définir la beauté, il est en train de définir le fait, qu'est-ce qu'écrire de la poésie. Il ne va pas dire beau, parce que à cette époque, on ne parle pas trop du beau. Mais il dit, la poésie, c'est être déchiré, frappé par Apollon. Cette déchirure dans l'être, si vous voulez, elle remonte à l'origine. Encore une fois, mais pas l'origine comme archée, mais l'origine comme ceux qui ne cessent pas de couler. Regardez les muses. Alors ça, c'est un peu une contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, regardez les muses. Les muses qui dictent, sont supposées dicter à Hésiode la théogonie. Pareil qu'à Homère. Elle va chercher Hésiode, Homère, elle venait le chercher, il dit, attends, maintenant, tu as travaillé avec ton troupeau, tu vas nous écouter, on va te dicter le poème. Mais elles énoncent une chose très très fondamentale au départ, les muses, elles disent, voilà, on va te dicter pour nous la théogonie. Sache que ce qu'on va te dire, c'est en même temps, c'est en même temps le vrai et le faux. C'est-à-dire les paroles qu'on va te donner, que tu vas transcrire, tu ne sauras pas si ce qu'on dit est vrai et faux. Elles vont même plus loin, parce que le faux a la même... On ne peut pas traduire la même couleur, mais la même forme que le vrai. Et tu ne pourras plus, ou tu ne pourras jamais savoir où passe le couteau entre le vrai et le faux. Donc déjà, ça commence par une ambiguïté fondamentale. Le beau n'est ni vrai ni faux, il est beau, c'est tout. Il échappe, alors là, non pas aux attributs, mais aux prédicats. Il est imprédicable. Après, bon, excusez-moi, c'est détaché même. Bon, de toute façon, il vaut mieux être détaché qu'attaché. Combien j'ai de temps? Il te reste du temps. Hein. Écoutez, j'avais... Si tu veux 10 minutes. Ou non. J'avais écrit quelque chose, donc quand c'est écrit, je me sens pas obligé de le lire parce que je ne vais pas le savoir par cœur. Mais parallèlement à ce que je vous disais de Plotin. Plotin, il dit, l'âme donc se détourne du lait, elle trouve beau ce qui s'apparente à elle, à celle-ci, dans sa nature, c'est-à-dire son ousia, même n'est-ce que par une simple trace. Alors elle se réjouit. C'est exceptionnel. C'est le mot trace. J'ai retrouvé le mot grec parce que, c'est-à-dire, nous n'aurons jamais accès à au truc ancien. Le beau comme ce qui plaît universellement et sans concept. Là, ça plaît individuellement et avec concept. Parce que le concept, c'est une coupure. C'est ce qui délimite. Donc, Platon, non pas Platon, Kant contre Plotin. J'ai pris Plotin. Je choisis Plotin. Parallèlement, donc, à cette rencontre avec cette trace, qu'est-ce qui fait trace? Alors là, il y a tout un travail que je vous conseille de Derrida, qui est remarquable, puisque Derrida se sert de Freud pour faire du Derrida. Le contraire n'était pas possible. C'est-à-dire tout le travail que fait Derrida sur la trace, Dieu sait s'il en fait des choses sur la trace, c'est ce que Freud va déterminer sur la trace mnésique, sur la représentation de la représentation. Enfin bon, il y a une grande partie freudienne sur la trace qui dit quoi? Qui dit que nous ne sommes pas des êtres de parole. Au départ, ce n'est pas la parole. Au départ, c'est le fait d'être, si vous voulez, engrammatisé, mettez le mot, par des traces, par des souvenirs, parce qu'il vient par-dessous.
Et ces traces, elles sont multiples, elles s'effacent. Et Platon, regardez Platon dans la Cora. Lisez la Cora de Platon. Tout ça, de toute façon, on n'a jamais dit qu'une seule chose. Que ce soit la philo ou le reste, il y a qu'une. Mais sauf que cette chose, personne n'est arrivé à la dire complètement. Parallèlement, donc je disais, à la rencontre extasique avec l'œuvre d'art, notre histoire raisonnée pourrait, me semble-t-il, se décomposer en 3 temps. Le beau, l'art, l'œuvre comme expérience extatique qui foudroie. Je l'ai dit depuis le début, foudroie, qui casse, c'est-à-dire le sacré, sacre, hein, le sacré, ça foudroie. Le beau, ou l'art comme réflexion, je veux dire, et retour de l'œuvre sur elle-même, alors qu'elle se manque, et donc elle n'est que l'ombre du beau. Toute œuvre n'est pas le beau en soi, elle est l'ombre du beau. Nous n'avons accès au beau que par l'ombre du beau, une ombre qui n'a pas d'autre réalité que d'être l'ombre de rien. Et ça, c'est pareil. Vers son ombre, vers son néant, vers ce qu'elle n'est pas. Une œuvre fait signe vers ce qu'elle est, vers ce qu'elle n'est pas. Et puis aujourd'hui, je pense, l'œuvre comme miroir parle d'une réflexion, part d'une réflexion, et parle d'une réflexion. C'est pour moi l'avatar de l'art, pas tout, mais une bonne partie de l'art contemporain, d'une réflexion et d'une position sur la réalité, qu'elle soit le genre, le féminin, les pauvres, la politique, la violence. C'est-à-dire toute œuvre d'art a comme finalité de nous faire prendre conscience. Or, peut-être que c'est une inversion. Peut-être que l'œuvre, le beau, c'est justement perds tes appuis, perds ta conscience. Laisse ta conscience au vestiaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être inconscient. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'art, là, serait donc un adieu à l'expérience de l'art pour lui-même. L'art qui nous convoque, qui nous signifie ce qu'on va voir, pourquoi on va le voir, c'est un mot d'ordre. On dirait que notre monde nous prépare à subir une expérience plutôt qu'à l'éprouver. Voilà. Notre monde contemporain, artistique, j'y tiens à cette phrase, nous fait subir une expérience plutôt que de l'éprouver. Là, tu décris une coupure. Oui, encore. C'est ça ce que tu fais. Oui, bien sûr. Et pour être vulgaire, parce que quand même ça fait plaisir d'être vulgaire, laissez-moi un peu rigoler, moi, ça sera presque ma conclusion. C'est la critique la plus forte de l'art contemporain que j'ai jamais entendue. Bon, merci. Non mais c'est, voilà. Oui, non mais parce qu'elle n'est pas idéologique. Non, bien sûr. Voilà. Non. Mais je veux dire comment? J'associe 2 choses. Les deux spectateurs. Cette phrase va être s'il y a des hommes et des femmes, bouchez-vous les oreilles. Voilà, vulgairement parlant, j'écris, j'ai trouvé ça autrefois de mes cabanes. J'associais, mais ne le faites pas, c'est moi qui l'associe. Le sourire de la Joconde ne sourit qu'aux idiots, aux imbéciles. Le chiotte de Duchamp ne plaît qu'au trou du cul. Je ne peux pas être plus clair. Bon, après. C'est pourquoi la chose. Hein? C'est pourquoi L-H-O-O-Q. Ah. C'est un surréaliste qui a écrit ça sous le. Ah ben non. Alors maintenant, pour conclure, je conclus en répondant à une conversation qui n'a pas d'origine, et on le sait au moins tous les deux, qui n'aura jamais de fin. Alain, il m'avait dit, regarde Lacan. Ça faisait la 5e ou 6e fois que je lisais ce séminaire sur l'éthique, mais j'étais plus pris par Dasdin que par le beau ou le bien. Je ne trouve pas génial Lacan, mais bon, c'est moi. Mais bon. Je me disais en lisant ça que le beau a des effets quand même, qui sont surprendre, abaisser et désarmer. Mais quoi? Lacan dit le désir. Elle est compliquée cette phrase. Il dit le beau a comme effet donc le beau manifestement parce que le beau intimide, interdit le désir. Qu'est-ce que c'est que le désir? Il a raison Lacan, mais sauf que qu'à l'époque, je vais vous dire, à part lui, je me demande qui pouvait comprendre ça. Nous avons assisté au séminaire de Lacan. On sortait, je dirais, parce qu'il y avait une sortie. Sinon,
ça faisait écho de sa forfanterie, de son histrionisme. Enfin. Ça, c'est le séminaire 7. Déjà, il a 64, 65 ans, il est en pleine force de l'âge. Pourquoi dit-il ça? Pourquoi dit-il que le beau, manifestement, intimide, interdit le désir, ou autrement, suspend, abaisse et désarme le désir? Parce que le beau rentre, vient, et il vous prend les tripes. Or, le désir, c'est toujours, excusez-moi, je dis ça, mais ça il faut bien comprendre. Le désir chez Lacan, plus que chez Freud, c'est la quête sans conquête possible de l'objet, c'est-à-dire l'objet du fantasme. L'objet a perdu. L'objet, c'est le regard, c'est tout ce qui du corps part, le regard, la voix, pour le petit enfant, les fesses, enfin. C'est tout ce que le sujet jette et qui, dans ce jet, se construit. Si le beau m'intimide, interdit même, abaisse, désarme le désir, c'est que devant le beau, c'est plus la question du manque qui est en jeu. C'est même pas la question du désir. Et quelle est la question? Eh bien, c'est l'énigme. Le beau est une énigme. Je dirais même plus. Une énigme depuis Sophocle. Après, je voulais faire un long passage sur, comment elle s'appelle, Antigone, mais je n'ai pas le temps. Qui est aussi, à cause d'Alain, qui m'a posé tellement de questions que je n'avais pas toutes les réponses. Voilà. Alors, je conclurai comme ça. Le beau est fondamentalement anarchiste. Point. Il n'obéit même pas à lui-même. Voilà.